7 avril 1945. Tokyo Bay, Empire of Japan. Le soleil levant illumine les îles japonaises tandis que 91 combattants de Mustang PL-51D des 15e et 21e groupes de chasse ont coupé le ciel vers le point de rencontre. Dans les commandes de son avion, le major James B. Tapp resserre le titre avec détermination. 6 mitrailleuses M2 de calibre M2 montées sur les ailes sont chargées de munitions perforeuses incendiaires. Ces premiers modèles PE-51D ont apporté 500 coups de feu à chaque arme interne et 270 pour les positions centrales et externes, un total de 2800 projectiles. Les versions suivantes réduiraient ce nombre à 400 tirs dans les armes internes, totalisant 1880, en échange d'une plus grande fiabilité. En bas, le mont Fuji se démarque contre la matinée, imposant et indubitable le ciel, sa neige éternelle servant de phare pour les pilotes tout au long de la mission. La lumière du matin projette de longues ombres sur le riz japonais, les villages et les installations militaires, des territoires qui n'avaient jamais survolé les combattants américains. La mission était sans précédent, escorter des bombardiers B-29 Superfortress au cœur du Japon, en passant d'une base à 1200 km, ce qui, à peine 2 ans plus tôt, les stratèges militaires considéraient impossible pour un combattant monomoteur. À 7 heures du matin, plus d'une centaine d'intercepteurs japonais émergent pour attaquer la formation américaine. Pendant le brouillard du matin, une vue de pilotes nipponiques à la moelle, des combattants américains à longue ruse sur Tokyo, quelque chose que leurs commandants ont juré pour être impossible. L'impact psychologique est instantané et dévastateur. Ce ne sont pas des combattants navals fragiles, limités par la portée de leurs porte-avions, mais des avions de l'armée de l'air, capables de traverser 1200 km d'Okokan pour apparaître sur la capitale impériale. À la tête de la défense japonaise se trouvent des pilotes dans le Nakajima Ki-84 Hayat Niknamed Frank par les Alliés, le combattant le plus rapide et avancé au Japon, aux côtés de modèles plus anciens tels que le Ki-43 Hayabusa, Ki-61 Iin et NK2 Jishiden. Le Ki-84 pourrait surmonter le PL-51 et le PL-47 Thunderbolt dans l'escalade et la maniabilité à certaines altitudes et vitesses. Mais ce qui a suivi révélerait l'abîme technologique entre les deux nations et expliquerait pourquoi la puissance industrielle américaine avait créé ce que de nombreux pilotes appelleraient un combattant à longue portée parfait. Le PE-51 des Mustang a atteint le Pacifique avec une réputation déjà consolidée dans le ciel de l'Europe, où la résistance de la Luftwaffe avait brisé et a fait les bombardements diurnes sur l'Allemagne. Développés à l'origine pour les exportations britanniques, des modèles modifiés britanniques pour utiliser les moteurs Rolls-Royce Merlin sont devenus les meilleurs combattants américains de la guerre. L'évolution parmi les premières versions Allison Engine pour Merlin Pure Pair Masterpiece a représenté l'une des collaborations internationales les plus réussies en aviation, unitant l'innovation aérodynamique américaine et la pointe de l'ingénierie britannique. Le résultat a été le PL-51D, une performance élevée, une altitude élevée et une plage sans précédent, capable d'escorter des formations de bombardement à Berlin et de retour. Et maintenant, incroyablement, d'Iwo Jima à Tokyo, aller-retour. Sa version Packard VE1650-7 sous licence du moteur du Rolls-Royce Merlin 66 livré à 1695 chevaux dans le décollage, atteignant 1720 en cas d'urgence. Ce propulseur à deux étages a maintenu des performances exceptionnelles à des altitudes où les moteurs japonais étouffés, incapables de comprimer l'air raréfatif avec leur supercompresseur à étage unique. Le PE-51D a atteint 708 km/h à 7600 mètres, exploité jusqu'à 12 800 mètres d'altitude et était armé de 6 mitrailleuses M2 Browning à partir de 0,50. Les mathématiques de la puissance de feu étaient implacables, 6 armes tirant 800 tirs par minute chacune, 4800 projectiles par minute ou 80 par seconde. Chaque balle de forage incendiaire pesait 46 grammes, voyageant à 884 mètres par. Je suis allé porter une énergie cinétique dévastatrice, capable de percer des armures, de brûler des réservoirs de carburant et de détruire les moteurs avec peu de coups précis. À la fin de 1944, 14 des 15 escouades de chasse de la 8e American Air Force en Europe étaient équipées de Mustang, une preuve indéniable de leur supériorité sur tout autre combattant disponible. Cette production massive reflétait le sommet de la capacité industrielle américaine, les chaînes de montage opérant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les usines de l'aviation nord-américaine à Englewood, en Californie, et à Dallas, au Texas, ont produit des PE-51 à un rythme hallucinant, à la hauteur, une nouvelle Mustang est sortie de la ligne de production toutes les heures. À la fin de la guerre, 15 586 unités de toutes les variantes avaient été fabriquées, étant 8 156 seulement du modèle D, plus que le Japon a réussi à produire tous ses combattants au cours des 2 dernières années de conflit ajouté.
La portée extrêmement longue qui a conduit les Mustangs à Tokyo représentait une révolution des opérations aériennes, redéfinissant les fondements de la guerre dans l'air. Avec 2 réservoirs externes de 416 litres, le PS-51D a régulièrement effectué des missions de 2400 km aller-retour, bien que les pilotes aient souvent étendu cette limite à 2575 km si nécessaire. C'était l'équivalent de voler de Los Angeles à Little Rock, Arkansas, au-dessus de l'océan, dans un avion monomoteur, sans alternative d'atterrissage au-delà des eaux. Le secret de cet exploit a été dans l'efficacité exceptionnelle du moteur Merlin sur un régime de croisière ne consommant que 246 litres par heure combiné avec l'aile de flux laminaire PL51, ce qui a réduit la traînée de 35% par rapport au profil conventionnel. Développé par l'aérodynamiciste nord-américain Edgar Schmood, cette aile a gardé le flux d'air lisse sur une surface plus grande, ralentissant la transition vers la turbulence et diminuant considérablement la traînée de parasites. En revanche absolue, Nakajima Kill 84 Hayat, qui est entré en service opérationnel en juin 1944, trop tard et en nombre insuffisant pour changer le cours de la guerre. Nommé et Divine Wind et connu des alliés comme Frank, ce combattant était la tentative désespérée du Japon pour égaler la supériorité technologique américaine avec les quelques ressources restantes à l'Empire Sith. Considéré comme la meilleure chasse japonaise à grande échelle pendant le conflit, le Kil-84 a montré une vitesse et une maniabilité exceptionnelles, armé de 20 mm HO 155 et 20 mm HO 5, lui donnant une puissance de feu respectable. Sur le papier, les spécifications impressionnaient. Dans la pratique, la réalité était très différente, les canons de 20 mm n'avaient que 50 tirs chacun, et la production de masse japonaise, que les Américains appelleraient des Hulos expérimentaux, ne pouvait pas rivaliser avec le flot de Mustang qui dominait le ciel. Avec seulement 150 tirs par canon de 20 mm, le Kil-84 a transporté une fraction totale de 400 projectiles de 1880 à 2800 tirs qu'une Mustang pourrait conduire au combat. Sur le papier, Hayat semblait même compétitif, même supérieur à certains égards. Son cœur était le Nakajima Radial Engine HA4518 et cylindre MAR, un travail d'ingénierie de conception, injection directe de carburant, supercompresseur à 2 étapes à 2 étages pour augmenter sa puissance nominale de 2000 chevaux lors du décollage. Les prototypes, dans les tests initiaux, ont atteint 623 km/h sur le vol en file d'attente, avec des allégations ultérieures de jusqu'à 687 km/h, des nombres impressionnants, mais obtenus dans des conditions idéales, carburant à octane élevé, ajustement millimètre du moteur et des pilotes d'élite. La réalité, cependant, était une dystopie industrielle. Ce que les documents techniques ont promis, la fin de la guerre japonaise n'a pas pu livrer. Le Homar, bien que techniquement avancé, était un cauchemar de maintenance, un moteur qui nécessitait des tolérances précises dans une nation dont les usines, sous le siège implacable du BE-29, ne pouvaient plus garantir l'acier ou l'aluminium qualifiant. 2. Le train d'atterrissage, victime du traitement thermique déficient de l'acier de guerre japonais, souvent plein d'impuretés, s'est effondré dans un atterrissage comme s'il était en papier. Chaque Hayat perdu était un double coup, un avion que le Japon ne pouvait plus remplacer et un pilote dont l'entraînement des mois a été jeté en quelques secondes. Alors que les États-Unis ont affiné ses lignes de production, augmentant la qualité même avec des volumes stratosphériques, le Japon a coulé dans un cycle d'improvisation désespéré. Les pilotes ne savaient jamais si leurs freins répondraient, si le moteur détenait une puissance maximale, ni même atteignit les 9000 mètres où la Super Hugger se déplaçait impunie. En 1945, après 3 ans de guerre, le Japon n'avait fabriqué que 3514 Kil-84 et la moitié d'entre eux étaient sur le sol, des pièces manquantes, du carburant ou des pilotes capables de les voler. Ceux qui l'ont souvent pris avec des moteurs alimentés par un carburant qui n'était guère plus qu'une blague tragique, un mélange de 87 octins, quand il n'a pas baissé 80, synthétique et instable, extrait du charbon ou distillé de patates douces et de résidus saké. Certaines escouades, dans un acte de désespoir chimique, ont même ajouté de l'huile de pain ou de l'alcool de manioc dans les réservoirs, transformant leur moteur en bombe temporelle. Les rapports étaient unanimes, les moteurs qui s'étouffaient au décollage, tremblant à une puissance maximale et, souvent, explosaient au milieu du vol, portant les derniers espoirs de résistance. Le matin du 7 avril, tandis que les Mustangs se sont alignés en formation de protection, 103 BE-29 de la 73e bombardement ont transporté des tonnes de pompes incendiaires vers le cœur industriel du Japon. Le capitaine Arbridge, de la 45e équipe de chasse, décrirait plus tard la scène comme un spectacle hypnotique, la super départementalisation terminant leur formation circulaire, leur fuselagène d'aluminium brillant au soleil comme un cardume de poisson argenté coupant le ciel. Cette réunion aérienne, j'ai besoin de la minute,
était plus que la logistique, c'était une démonstration de la supériorité technologique absolue. Le P-51 avait traversé 1200 km d'océan en plein air, des calculs de navigation mortels axés sur la boussole et des radios primitives, ajustant automatiquement le mélange de carburant à mesure qu'ils se sont élevés à 7600 mètres. Leurs supercompresseurs alternaient entre les stades non-bumping, comme si l'air lui-même s'inclinait contre l'ingénierie américaine. Alors qu'ils voyaient la côte de Honshu, les pilotes Mustang ont libéré leurs chars auxiliaires à 416 métriques, qui sont tombés en faisant tourner la Terre, certains explosant pour avoir un impact, d'autres ricochent sur le ritel que les jouets métalliques abandonnés. C'est alors que les intercepteurs japonais ont émergé, une force hétérogène de Kiel 84, Kiel 43, Kiel 61, Kiel 61 et 0 de combattants navals et le nouveau N1K2 J Shaikai, tous lancés dans la dernière tentative de contenir l'inévitable. Pour les pilotes japonais, la vue des Mustangs était un choc existentiel. Le sergent Totanimizu du 56e Santé n'oublierait jamais le moment où il a repéré les ailes américaines en coupant le ciel comme s'ils appartenaient à ce territoire. Quand nous avons reçu l'avertissement, nous avons pensé que c'était une erreur. Ennemis sur le chemin de Tokyo, mais comment? Nous pensions qu'ils étaient des bombardiers, pas des chasseurs. Quand je les ai vus de mes propres yeux, j'avais l'impression que le monde s'était retourné. La supériorité technique se traduirait en carnage dans les minutes suivantes. Le major James B. Tapp, un avenir avec 8 victoires confirmées, a été l'un des premiers à plonger dans la formation japonaise. Son rapport de combat, écrit avec l'adrénaline de l'engagement, était froid et chirurgical. Ils sont venus en 3, comme d'habitude, mais la coordination était une blague. Le chef a attaqué, mais les ailiers hésitaient, comme si. Ils ne savaient pas s'ils devaient aller ou s'échapper. Certains semblaient économiser du carburant, d'autres, des munitions. Ou n'avaient tout simplement aucune expérience. Nous les avons traversés avec 160 km/h, nous avons tiré des rafales courtes et grimpé chandelle avant de pouvoir réagir. C'était comme chasser les canards dans un lac. Cet effondrement tactique reflétait l'effondrement humain derrière. En 1945, les vétérans japonais, ceux qui avaient dominé les cieux au-dessus du Salomon, de la Nouvelle-Guinée ou des Mariannes, étaient déjà morts. Ces substituts avaient à peine 50 heures de vol, entraînés à l'aviation de base avant d'être jetés dans la fournaise, tandis qu'un pilote américain a atteint le front avec 600 heures d'expérience. Lorsque les Mustangs sont retournés à la maison, laissant derrière un tapis roulant de fumée et d'épaves, le Japon n'a pas eu d'autres illusions. Le ciel, qui était un jour son empire, appartenait maintenant à un autre. À leur retour à la base d'Iwo Jima, les causeurs de soleil du 7e commandement de chasse ont été crédités de 26 avions japonais, improbables et 5 endommagés, au coût de seulement 2 P-51 et un pilote. Cette proportion de 13 à 1 sur la première mission n'était pas une chance, mais un présage. Alors que les pilotes américains accumulaient l'expérience sur le Japon et la qualité des adversaires chutait, les taux de 20 à 1, 30 à 1, sont devenus routine. Ce n'était pas seulement la supériorité technique en jeu, c'était le désespoir d'un empire qui ne pouvait plus soutenir son ciel. La différence brutale entre l'avion était plus de cruauté où la bataille aérienne a été décidée, verticalement. Au-dessus de 20 000 pieds d'altitude où la plupart des interceptions se sont produites, le P-51D s'est transformé en prédateur implacable. Son moteur Merlin, avec un supercompresseur à 2 étages et un refroidisseur intermédiaire, a gardé le pouvoir comme au niveau de la mer, tandis que les moteurs japonais étouffaient, affamés d'oxygène. Le système américain a comprimé l'air mince, l'a refroidi et l'a envoyé à une deuxième étape de compression, nourrissant les cylindres avec un mélange dense et riche. Le Kai 84, avec son supercompresseur à un seul étage sans refroidisseur intermédiaire, a perdu de façon spectaculaire après 20 000 pieds, juste là où la bataille a été menée. À 30 000 pieds, tandis que Mustang a toujours coupé l'air à 420 000 par heure, le combattant japonais pourrait à peine supporter 350 000 par heure, tournant une proie facile. Le lieutenant Jerry Yellin de la 78th Fighter Squad, qui ferait voler la dernière mission de combat de guerre le 14 août 1945, décrit avec une précision chirurgicale alors que ces duels se déroulaient, nous les avons vus se lever pour intercepter, laissant des races sombres en poussant les moteurs à la supercompression. Lutte pour ne pas mourir. Le P-51D a non seulement plongé à près de 500 000 par heure sans perdre le contrôle, mais ses ailes d'écoulement laminaire sont restées efficaces même sur la bordure transsonique. Les combattants japonais, en revanche, ont subi une désintégration d'inversion de commandement ou de structure au-dessus de 400 000 par heure, les surfaces de contrôle ou les ailes partant au milieu. Mais le véritable avantage américain n'était pas seulement sur la machine, c'était dans l'homme qui la conduisait.
Alors que les Américains sont arrivés à Iwo Jima avec 400 à 600 heures de vol, y compris plus de 100 heures à Mustang, des dizaines de tractions de cibles touchées et de tactiques de combat améliorées en 3 ans de guerre, le Japonais de 1945 a accumulé 100 heures. Beaucoup avaient moins de 30. Pas de munitions pour le train. Shotter, pas d'instruments pour les instruments, aucune tactique apprise des anciens combattants, tous morts ou au combat, ils dépendaient des manuels obsolètes et de la chance. La navigation elle-même était déjà un filtre entre la vie et la mort, volée à 1500 miles au-dessus de l'océan dans un seul combattant de moteur avec des cartes handicapées, des boussoles défectueuses et aucun espoir de sauvetage, c'était une peine suspendue par un fil. Les Américains, en revanche, ont décollé avec des briefings météorologiques précis, alimentés par des rapports sous-marins et des vols de reconnaissance, des cartes mises à jour par des photos aériennes et des instruments calibrés. Ils avaient des sous-marins de sauvetage positionnés le long du parcours et Dumbo Hydroaviao prêts à accrocher tout pilote renversé. Les Japonais, lorsqu'ils sont tombés dans la mer, ont coulé avec des gilets de sauvetage qui ont souvent divulgué et des rations d'urgence déjà consommées sur des terres, des victimes de la faim qui affligeaient leurs fondations. Même la géographie a conspiré en faveur des Américains. La variation magnétique entre Iwo Jima et Tokyo en 1945 n'était que 3e ouest, et comme la capitale japonaise était entre les méridiens 139 et 140 degrés, tandis que Iwo Jima était entre 141 degrés et 142 degrés, la route de retour était un cours fondamental de la coïncidence Compass, une coïncidence qui a sauvé des vies. Lorsque le combat désorientant les pilotes, lorsque les pointeurs ont tourné sans signification après de violentes manœuvres, il était suffisant pour pointer vers le sud-est, il y aurait le mont Suribachi, émergeant de l'horizon comme un phare, tant que le carburant ne s'était pas terminé auparavant. Mais le véritable abîme n'était pas dans le ciel, mais dans la terre qui les soutenait. Chaque mission d'Iwo Jima a consommé 57 000 gallons de carburant à octane élevé et 230 000 coups de calibre .50, sans parler des bombes et des roquettes pour les attaques au sol. C'était une consommation d'une seule journée, une seule base. Et il y avait 3 groupes de chasse qui y opéraient. Derrière cela, une machine de guerre qui a étendu ses tentacules des usines de Détroit, des raffineries du Texas et des usines de munitions du Missouri, reliées par des navires Liberty produits à 3 par jour et par des charges CE-54 qui ont traversé le Pacifique sur des itinéraires réguliers. Les navires ont accosté quotidiennement à Iwo Jima, déchargement du carburant, des munitions, des pièces, de la nourriture, de la correspondance, les 1000 articles qui ont maintenu une force aérienne moderne en opération. D'un autre côté, le Japon s'est enfoncé dans le chaos logistique. Le carburant d'aviation était si rare que les vols d'entraînement ont été annulés, les pilotes nouveau-nés sont allés au combat sans même piloter au cours des semaines précédentes. La munition a été rationnée, tir uniquement lorsque l'essai était parfait, commander les commandants. Army et Navy, qui ne s'étaient jamais bien coordonnés, ont maintenant contesté les derniers restes comme des chiens affamés. Les avions ont été cannibalisés jusqu'à ce qu'ils deviennent des squelettes en aluminium, des escouades entières étaient sur le sol en raison du manque de pneus, de bougies d'allumage ou de liquide hydraulique. Certaines unités essayaient de fabriquer des pièces de rechange dans des ateliers primitifs, avec des résultats désastreux prévisibles. La différence technologique ne s'est pas limitée aux avions. Alors que les pilotes américains portaient une salopette sous pression qui les protégeait des conditions d'altitude extrêmes, les Japonais. Ils ont eu recours à des manœuvres désespérées, avec des pilotes épuisés essayant de compenser le courage de ceux qui manquaient dans la formation, l'équipement et le carburant. Les quelques combattants qu'ils ont encore décollés ont été pilotés par des hommes qui savaient, en arrière-plan, qu'ils volaient dans des missions suicidaires, pas par la gloire de kamikaze, mais pour l'impossibilité simple de revenir. Les moteurs tous, les ailes tremblaient avec le manque d'entretien, et les réservoirs, lorsqu'ils n'étaient pas vides, contenaient souvent un mélange d'octane inapproprié, capable de faire échouer les moteurs dans le vol. C'était une force aérienne réduite à un spasme final, un dernier soupir de résistance avant l'effondrement inévitable. Pendant ce temps, les pilotes américains, bien que également épuisés par des missions à long terme. Ils avaient une machine de guerre qui, même à leurs limites, fonctionnait toujours avec une efficacité brutale. Le PS-51D, avec leur réservoir de carburant autovesseur et leur système d'injection d'eau hors puissance, pourrait poursuivre un ennemi jusqu'à l'épuisement et figuratif. Les Japonais, lorsqu'ils ont essayé de s'échapper, ont constaté que leurs combattants, même le Kill 84 moderne, n'avaient aucune portée ni vitesse soutenue pour s'échapper. Et quand ils ont vu faire face à l'ennemi, ils se sont heurtés à une réalité cruelle, leurs armes, bien que théoriquement plus puissantes, étaient inutiles entre les mains de pilotes mal formés et dans des avions qui ne pouvaient pas soutenir un combat manœuvré contre le Mustang.
la supériorité technique s'est traduite par quelque chose de plus dévastateur, la confiance. Alors que les pilotes japonais ont regardé le ciel et ont vu la mort s'approcher sous la forme d'équipes américaines qui semblaient où et le moins s'attendaient, les causeurs de soleil et d'autres unités savaient que même dans un inconvénient numérique, leur chance était bonne. Pas pour l'héroïsme, mais par l'ingénierie. Pas par chance, mais par la logistique. Chaque victoire aérienne, chaque BE-29 qui est revenu intact, chaque base japonaise était une autre clou dans le cercueil d'une doctrine obsolète. Puis est venu le 10 août 1945. Le ciel sur Tokyo, autrefois dominé par les héros en formation serrée, appartenait maintenant aux Mustangs avec leur liste d'invasion qui brillait au soleil. Les quelques KIL-84 qui ont eu lieu à partir de ce jour ont été abattus en quelques minutes, victimes de pilotes américains qui, après des mois de combat, avaient perfectionné l'art de tuer une précision chirurgicale. Il n'y avait pas de duels épiques, pas de manœuvres audacieuses, juste des exécutions rapides, presque cliniques. Une fissure à la radio, un flash à l'horizon, et un autre combattant japonais a chuté, tandis que son pilote, s'il est toujours vivant, n'avait que quelques secondes pour se demander comment tout avait été si mal. Lorsque la dernière journée de chute du KIL-84, ce n'était pas seulement un avion qui a spatifié au sol. C'était le symbole final d'un système qui avait échoué à tous les niveaux, stratégiques, tactiques, industriels et humains. Les Japonais avaient toujours des conducteurs prêts à mourir, mais ils n'avaient aucun moyen de se battre. Les Américains, à leur tour, n'ont même pas eu à tuer, il suffit de se présenter. La présence de Mustang sur le Japon n'était plus une menace, c'était une phrase. Et quand, 5 jours plus tard, l'empereur a finalement parlé à la radio pour annoncer la reddition, de nombreux pilotes japonais ont dû ne pas se sentir soulagés, mais une profonde amertume, la certitude que, dès le premier jour où ces combattants en argent ont traversé le ciel de Tokyo, la guerre était déjà perdue. Ils n'avaient tout simplement pas été informés. Et ces Mustangs qui sèment la terreur dans le ciel japonais n'ont pas été pilotés par Durci à des années de combat, mais souvent par des adolescents, des garçons qui, des mois plus tôt, ont toujours fréquenté le lycée. Les gars dont les mains, plus habitués à tenir des crayons que de contrôler les titres, ont maintenant dicté le sort d'une nation. Entre avril et août 1945, le 7th Fighter Command PE-51 a massacré 206 à confirmer des avions japonais, un nombre qui, seul, représentait 75% de tous les combattants américains des combattants du Pacifique à cette période. Mais la réalité était encore plus cruelle, des centaines d'autres KIL-84, KIL-43 et 0 sont tombés en feu sur des forêts denses ou jamais comptabilisées pour un pays qui ne pouvait même plus enterrer leurs morts avec dignité. L'impact stratégique, cependant, est allé bien au-delà des chiffres. La simple présence des Mustangs a transformé la guerre du Pacifique en un cauchemar mathématique au Japon. Avec le PE-51 dominant les cieux, le BE-29 a commencé à bombarder la journée, avec une précision qui a réduit les espoirs de récupération industrielle japonaise à zéro. Les usines qui ont déjà décroché sous le manque de matières premières étaient désormais systématiquement écrasées. La production d'avions, qui en 1944 tentait toujours de maintenir, s'est effondrée en 1945, le Japon a fabriqué environ 3500 KIL-84 pendant toute la guerre, soit moins que l'aviation nord-américaine a produit des PE-51 en 2 mois. Et même les quelques chasseurs sortis des chaînes de montage ont été, pour la plupart, condamnés avant même de décoller, détruits au sol par des bombardiers, perdus dans des accidents par manque de carburant ou cannibalisés pour en maintenir d'autres dans les airs. Mais le coup le plus dévastateur n'a pas été porté contre les machines, mais contre l'âme japonaise. Les civils qui n'avaient connu la guerre que par les bulletins de radio voyaient désormais de leurs propres yeux les Mustangs traverser le ciel en formation, mitrailler les aérodromes en plein jour, attaquer les trains et les navires dans la baie de Tokyo comme si l'Empire du Soleil levant était une cible d'entraînement. Lorsque les avions de combat américains ont survolé le palais impérial, symbole sacré de la divinité de l'empereur, le mythe du kamikaze divin qui protégerait le Japon s'est effondré en poussière. Le lieutenant-colonel John R. Morgan, du 457th Fighter Squadron, a survolé le pays lors de missions de reconnaissance avec un PE-51 démodifié, sans armes, juste des caméras. Leur rapport était une nécrologie, les renseignements disaient qu'il y avait des centaines d'avions dans un champ donné. Nous en avons trouvé une douzaine opérationnels. Dès lors pour détourner nos attaques des vrais, cachés dans des abris ou sous des bâches. L'arithmétique de la défaite était implacable. Alors que les États-Unis produisaient 15 586 PE-51, soit plus que tous les avions que le Japon avait réussi à produire en 1944 et 1945 réunis, l'industrie japonaise s'enfonçait dans un bourbier d'improvisation. Le KIL-84, censé être la réponse japonaise au Mustang,
étaient assemblés avec des pièces d'une qualité si irrégulière que deux chasseurs sortant de la même chaîne de production pouvaient avoir des performances radicalement différentes, l'un atteignait 640 km/h, un autre dépassait à peine les 560 km/h. Pendant ce temps, chaque P51 des sorties des usines américaines était une copie parfaite de l'autre, interchangeable, prévisible, mortelle. Un pilote pouvait passer d'un Mustang à un autre et savoir exactement où se trouvait chaque commande, chaque instrument. Au Japon, le manque de normes a fait de chaque décollage une véritable roulette russe. Et puis il y a eu la question des pilotes. En 1945, les États-Unis entraînaient 30 000 aviateurs par an, chacun effectuant 200 à 300 heures de vol avant d'entrer au combat. Japon. Ces nouveaux pilotes, quand ils avaient de la chance, recevaient 50 heures de formation, souvent moins. Les mathématiques de l'attrition ne laissaient aucune place à l'espoir, pour chaque pilote japonais mal préparé, les États-Unis en formaient 10, et à un niveau infiniment plus élevé. Lorsqu'un Mustang était abattu, un autre pilote, tout aussi qualifié, était prêt à prendre sa place. Lorsqu'un Kill 84 s'écrasait, son remplaçant était, au mieux, un adolescent avec quelques dizaines d'heures de vol, envoyé mourir dans une machine qui n'avait probablement même pas assez de carburant pour retourner à la base. On parle beaucoup d'armes, de stratégie, de tactique, mais les guerres se gagnent et se perdent grâce à la logistique. Et ici, l'abîme était un océan. Chaque mission du P51 à Iwo Jima a consommé 600 gallons de carburant à indice d'octane 100 par avion ou uniquement le réservoir interne et les réservoirs externes. Avec 100 Mustangs décollant par jour, cela signifiait 60 000 gallons par jour pour une seule partie de chasse. Et les Américains livraient des millions de gallons par mois dans le Pacifique, une sombre marée de puissance qui coulait sans s'arrêter. Japon. Il extrayait le carburant des racines de pin et il fallait 200 souches pour produire un seul gallon d'un liquide si impur qu'il détruisait les moteurs plus qu'il ne les alimentait. En août 1945, il restait moins de 200 000 gallons de carburant d'aviation dans tout l'archipel japonais. Est-ce assez pour un maximum d'une grande opération? Le reste? Des avions d'entraînement convertis en kamikazes, non par un choix tactique, mais parce qu'il n'y avait pas de carburant pour autre chose qu'une mission sans retour. Le P51D n'était pas seulement un combattant. C'était l'incarnation d'une philosophie de la guerre, production de masse avec contrôle de la qualité, normalisation obsessionnelle, amélioration continue basée sur la rétroaction frontale. Alors que les Japonais dépendaient de l'artisanat désespéré, des pièces de fortune, des matériaux de substitution, des moteurs qui ont échoué après quelques heures de vol, les Américains ont changé un moteur Merlin en 4 heures en utilisant une grue et des procédures mobiles aussi bien complétées. Une Mustang endommagée au combat volait à nouveau le lendemain matin, avec des pièces préfabriquées envoyées des États-Unis. Un Kyle 84, quand il pouvait décoller, avait moins de 40% de chances d'être opérationnel le lendemain et quand il n'a pas été abandonné faute de pièces ou de techniciens qualifiés. Même le temps a conspiré contre le Japon. Les Mustangs d'Iwo Jima fonctionnaient plus de 80% du taux de préparation, malgré la poussière volcanique qui a érodé les systèmes, l'air salé qui mangeait en aluminium et les installations précaires où l'entretien a été effectué à l'air libre. Le Kyle 84, lorsqu'ils n'ont pas été détruits sur le sol, pourrissaient sur le sol de leur moteur Nakajima HA45, complexes et sensibles, ont nécessité des outils spécialisés qui n'existaient plus, des techniciens qui étaient morts ou envoyés à l'avant, et des pièces qui, lorsqu'ils sont arrivés, étaient rarement servies, si mal fabriquées des tolérances. Et tandis que les Japonais ont prié pour un miracle, les Américains ont calculé le temps. Les missions de reconnaissance météorologique, réalisées par BE-29, ont modifié des heures avant le bombardement, ont sauvé des centaines de vies, et ont veillé à ce que les Mustangs décollent, pour chasser, ne pas se perdre dans les nuages. La guerre ne concernait plus le courage, pas même les tactiques. Il s'agissait de savoir qui pouvait soutenir le rythme. Et le Japon il y a longtemps avait cessé de respirer. Ce n'était plus une question de compétence, ni de courage, ni même de stratégie. C'était l'arithmétique implacable de la guerre industrielle, écrite en nombres qui ne se trouvaient pas, 440 miles par heure contre 390. 2000 km d'autonomie contre 600. 6 mitrailleuses .50 contre 2 canons de 20 mm qui se sont fréquemment incorporés. Et, surtout, une ligne de montage qui a produit 300 Mustangs par mois contre une industrie japonaise qui, en 1945, pourrait à peine mettre 100 kg 84 dans les ailes à la part avec des morceaux d'avions cannibalisés déjà massacrés. Les Japonais savaient qu'ils étaient perdus avant même de décoller. Ces rapports de renseignement, interceptés et déchiffrés par les Américains,
on parlait de sauterelles PE-51 et 5 qui sont apparus sans avertissement, ont attaqué la précision chirurgicale et ont disparu avant que les intercepteurs ne puissent prendre de l'altitude. Le foin, quand ils ont décollé, l'ont fait avec des réservoirs à moitié carburant, des pilotes avec moins de 50 heures de vol, et la certitude que s'ils étaient abattus, personne ne viendrait les chercher. C'était un système condamné depuis le début, où chaque mission était des funérailles avancées. Pendant ce temps, dans les champs d'aviation d'Iwo Jima et d'Okinawa, les mécanismes américains ont travaillé sous 24 heures par jour, modifiant les moteurs Mustang en moins de 4 heures, reconstituant des avions d'essence à 100 octanes qui sont arrivés dans des huiles flottantes directement des États-Unis, et ajustant les supercompresseurs Merlin pour extraire chaque nœud de vitesse. Les pilotes, à leur tour, ont volé avec la confiance de ceux qui savaient que s'ils tombaient dans la mer, PBY ou sous-marin les sauverait en quelques heures. La différence n'était pas seulement technologique, elle était existentielle. Quand Enola Gay a volé Hiroshima le 6 août, elle n'a pas été escorte parce qu'elle n'en avait pas besoin. Le BE-29 qui a rasé Tokyo en mars de la même année avait déjà volé sans protection, et les quelques Kil-84. Les intercepts ont été abattus comme des mouches. Le ciel au-dessus du Japon n'appartenait plus à l'Empire du Soleil Levant. Il appartenait à l'aviation nord-américaine, Packard, Boeing Usinki, alors que les Japonais se disputaient toujours s'ils devaient produire le Ki-2 ou améliorer le Ki-84, projetait déjà l'étoile de tir P-80, le premier chasseur de jet opérationnel américain. Le Hayat qui se repose aujourd'hui au musée Chiran n'est pas seulement une relique. C'est une épitaphe. Un symbole d'un système qui, même à sa hauteur, n'a jamais eu l'occasion. Les Japonais ont lutté avec ce qu'ils avaient, le courage, la discipline et une détermination qui bordent le fanatisme. Les Américains ont combattu ce qu'ils pouvaient produire, un flot d'aluminium, d'acier et d'obligation qui a transformé le Pacifique en un lac américain. Lorsque le dernier Kil-84 est tombé en feu sur Nagoya, ce n'était pas seulement un avion qui a été perdu. C'était la fin d'une illusion, que l'esprit pouvait surmonter la matière, ce qui pourrait surmonter la logistique. La guerre aérienne contre le Japon ne s'est pas terminée par un accident, mais avec un Silvo, le son d'un Merlin s'éloignant à l'horizon, ne laissant que la fumée et l'écho d'une leçon que le monde n'oublierait jamais. La suprématie n'est pas conquise de sacrifice. Conquête avec des vis, du carburant et une chaîne de montage qui ne s'arrête jamais. La guerre moderne ne gagne pas avec courage, mais avec des calculs. Une technologie supérieure multipliée par une production de masse égale à la victoire. Et la Mustang PL51D était la parfaite Amérique de l'équation industrielle dans sa forme la plus mortelle. 15 000 avions, pas un de plus, pas un de moins, tous égaux, tous implacables, des sorties de lignes de montage qu'ils n'ont jamais dormi. Pilotés par des hommes formés à ne pas mourir, mais à tuer. Soutenus par une logistique qui ne connaissait aucune limite. Lancés avec une précision qui n'a laissé aucune place au hasard. Compte tenu de cela, le Kil-84 Hayat, aussi agile, aussi bien piloté, n'était qu'un soupir contre un ouragan. Le choc des Mustangs à propos de Tokyo n'a pas été le choc d'une bataille, c'était le choc d'une vérité indéniable, écrite en chiffres. Une vérité qui s'est terminée par le flash d'Hiroshima et de Nagasaki, livré par des BE-29 qui n'avaient même pas besoin d'escorte, car le ciel du Japon était devenu un cimetière de rêves impossibles. Les Mustangs ont rempli leur mission avec une efficacité brutale. Ils ont prouvé que la distance n'était pas refuge, que l'acier a gagné l'esprit, et que la supériorité technologique, lorsqu'elle était appliquée sans pitié, était un mur insurmontable. Les coureurs japonais qui les ont affrontés au cours de ces derniers mois ont appris la leçon la plus cruelle de la guerre moderne, le courage ne modifie pas l'arithmétique de la production, il ne double pas les lois de la physique, elle ne tient pas l'équipement d'une machine de guerre qui ne s'arrête jamais. Le PS-51 sur Tokyo n'était pas seulement un avion, c'était la naissance d'une nouvelle ère. Le crépuscule des samouraïs, remplacé par l'aube du tapis roulant, le compresseur mécanique, le combattant à long terme qui n'a pas demandé la permission de maîtriser les cieux. Kamikaze a été vaincu par la science. Le Bushido écrasé par le poids de l'aluminium. L'empire du soleil naissant éclipsé par les ailes qui ne s'inclissaient pas, les moteurs non intérieurs. L'histoire n'est pas écrite avec des épées, mais avec des vis. Et les Mustangs étaient votre signature.